Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Erwan. Bonjour Gilles. Bienvenue dans ce live proposé par Remote Meeting et la Coaching Agency en plein salon événementiel Event Paris. Le monde du travail et le management sont en pleine mutation en ce moment, une mutation qui a pris un coup de fouet véritable pendant la pandémie. Alors d'abord une petite présentation rapide. Gillian Barret, je dirige la Coaching Agency. J'aide des dirigeants à prendre la parole dans les médias et j'organise aussi des événements bien sûr, des conventions, des séminaires pour leur entreprise, des événements régulièrement produits par Remote Meeting. Notamment, et Remote Meeting, vous le savez pour certains, parce que on expose au stand de N33 bis sur le salon Event donc jusqu'à demain soir. Et donc notre particularité, c'est d'avoir une plateforme digitale qui permet justement de vous accueillir et de pouvoir interagir. Et vous allez pouvoir poser plein de questions pendant cette période-là. Et donc voilà, et donc c'est un live, et il y en a plein qui ont lieu encore cet après-midi et demain, il y en a eu hier. Alors pourquoi ce live aujourd'hui ? Pourquoi faire ça ? Très bonne question. En fait, dans ce contexte que tu sais très bien être assez compliqué, voire même expérimental dans un certain nombre de cas, entre le présentiel, le distanciel, on ne sait pas trop où on navigue. Il y a beaucoup de choses. Ce qui me semblait intéressant, c'était de partager, en tout cas le doute, que tout le monde a et des avis assez divers de personnes d'environnements très très différents. Donc on a réuni ce plateau de personnes, de dirigeants, de managers qui souhaitaient partager ce moment-là et de faire part surtout de leur vision de ce que aujourd'hui est fait et de ce que demain sera fait sur justement ce que le digital apporte ou pas, ce que le présentiel a et doit conserver. Et donc tout ça, on va en débattre avec toi. On a identifié trois thèmes qui nous semblent vraiment importants. C'est la sobriété énergétique, absolument tout le monde en parle. L'hybridation du travail, de la communication, tout le monde en parle. Et aussi la business intelligence. Oui, c'est les trois vecteurs aujourd'hui de prise de décision forte par rapport aux décisions qui sont prises pour les entreprises sur tous les niveaux que ce soit, y compris l'événementiel, qui est un sujet évidemment important. Et d'ailleurs, toi, tu le vois au quotidien avec les managers que tu coaches, que tu diriges. Je crois que le doute est quand même assez permanent. Il y a beaucoup de travail à faire, effectivement. On voit souvent des managers partager entre leurs convictions, la roadmap, et on essaye justement de synthétiser tout ça lors d'événements. Et c'est des événements qui, on connaît bien, interactifs. Et d'ailleurs, on a une question à vous poser, comme ça on va le faire tout de suite, comme ça vous allez voir l'interaction, puis ça va nous permettre aussi de savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Donc la petite question vient d'apparaître normalement sous vos yeux. Cette question elle est simple, c'est depuis quel endroit vous nous suivez. Donc en cliquant tout simplement, ça vous permet aussi, c'est un icebreaker comme on appelle ça, qui permet aussi de prendre en main l'outil qui va nous permettre d'interagir. Vous avez un bouton en dessous qui permet en cliquant sur questions de poser toutes les questions que vous souhaitez pendant l'intégralité de ces quelques minutes. On en a une cinquantaine, soixantaine de minutes pour échanger. Donc vous venez de répondre, on verra les réponses tout à l'heure pour savoir effectivement depuis... Alors, c'est le bureau, c'est chez vous, c'est un lieu public, c'est le salon Event Paris, pourquoi pas, exactement. Ou une plage au soleil avec un mojito. Ça, ce serait la meilleure. On a rajouté ça. J'ai une autre question à vous poser. Ce sujet dont nous allons parler aujourd'hui, par quel ordre de priorité vous pensez que c'est selon vous ? Est-ce que c'est la sobriété énergétique en premier ? Est-ce que c'est l'hybridation, votre sujet principal, ou bien la business intelligence ? Le temps de répondre à cette question-là, Gillian, je te propose une chose, parce qu'on a trois invités, voire un quatrième. On a un quatrième qui devait être présent, qui le sera en duplex, qui est Nicolas Safaridis de l'entreprise Homekia, qui nous fait vraiment l'amitié d'avoir fait tout ce qui était possible pour pouvoir nous rejoindre. On l'aura en duplex, si on arrive à l'avoir tout à l'heure. Des Sables d'Olonne. Donc ça, c'est quand même un truc super. Écoute, je te propose d'aller les rejoindre. Allez, on retrouve Gillian dans quelques instants. En tous les cas, passez un très bon moment, posez toutes les questions que vous voulez. C'est l'occasion de discuter avec 3-4 personnes qui ont vraiment des avis assez fermes et qui vont partager avec vous pendant ce temps-là. Profitez-en bien. Je vous retrouve à tout de suite. 3, 2, 1. C'est à vous. Bonjour à tous, c'est le début de ce live sur la métamorphose. Regardez, c'est écrit ici en gros, métamorphose du management notamment. Comment est-il bousculé par la sobriété énergétique, par l'hybridation du travail notamment, ou encore la business intelligence? Pour en parler, je suis avec trois invités. Jean-Noël Fély, bonjour. Enchanté. Vous êtes président fondateur de Balthazar, vous accompagnez les entreprises dans leur transition responsable, on est en plein dans le sujet. Nicolas Godard, bonjour. Bonjour. Président et fondateur de Meet & Com. Votre activité, c'est l'animation d'écosystèmes par le biais de l'événement, des salons depuis 20 ans, je crois. Une vingtaine d'années. Et puis Éric Girard, bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes directeur commercial et marketing de Cristalco. On connaît notamment votre marque de sucre, Daddy, mais c'est aussi du sucre de betterave, de canne, l'alcool éthylique, le bioéthanol. 1000 références que vous vendez dans 80 pays.
100 pays. 100 Un peu pays. plus de 100 pays. Ça progresse sans arrêt. Bienvenue à tous les trois. Sans plus attendre, notre premier thème, comment le management évolue-t-il face à la sobriété énergétique? Et oui, on parle de sobriété énergétique, de plans, de mesures, de dispositifs pour réduire notre consommation. On parle d'ODD, de RSE, de ESG, autant de normes, de recommandations, de critères qui modifient les organisations sans cesse. Mais on parle peu de l'impact sur le management. Est-ce que ça perturbe, ça bouleverse les méthodes pour manager? On va commencer avec vous, Nicolas Godard de Meet & Com. Alors, quelles applications, par exemple, vous mettez en place pour atteindre des objectifs de sobriété énergétique, de décarbonation? Qu'est-ce que ça change pour vous? Alors tout d'abord, tout ça a été lié par un certain nombre de convictions et aussi de mettre en place des convictions et ensuite des actions. Donc on a fallu aligner un petit peu nos convictions et nos actions. Les convictions, elles ont été issues notamment, tout simplement de ma famille. Moi j'ai des enfants. Ah bon, la famille? Ah oui. J'ai des enfants, j'en ai 4, j'en ai un de 24 ans, j'en ai un de 22 ans, j'en ai un qui ne peut pas passer le permis parce que sobriété, parce que je crois qu'il y a effectivement un certain nombre de mentalités qui sont en train de changer par rapport à la manière dont nous faisions les choses quand on était beaucoup plus jeunes. Et ensuite, évidemment, une pression vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos fournisseurs et vis-à-vis des écosystèmes. Et après, la mise en relation par rapport aux actions que nous pouvons nous-mêmes mettre en place, que ce soit la corrélation entre les différents écosystèmes, notamment sur le marché de la RSE et le marché de l'événementiel, que nous avons fait cohabiter, parce que je pense que les uns ont énormément à apporter aux autres. Je pense que ça faisait partie aussi des actions que nous pouvions mener dans notre métier. Alors quand on parle de sobriété énergétique, on parle de gestion des déchets, il y a le plastique qui revient Oula. sans cesse. Vous, dans l'événementiel et les salons, j'imagine que c'est un sujet préoccupant. C'est vrai, à ce point-là? C'est une petite partie, alors immergée de l'iceberg, j'entends bien, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu révélateur. Alors on m'a demandé d'être concret, donc je vais me permettre d'être concret avec un exemple, sans citer évidemment. Mais c'est vrai que nous avions fait une intervention un petit peu comme celle-ci. J'avais, sous le ton de la boutade, demandé à la directrice ou responsable commercial et responsable RSE que nous n'ayons pas évidemment de bouteilles plastiques. C'était évidemment une boutade. Pour vous, c'était une boutade, mais ça ne l'est pas pour oui, tout le monde. C'était une boutade et ça a été pris comme ça. Bon, évidemment, sur l'événement, on avait des bouteilles plastiques, il y en avait plein partout. Donc là, ça veut dire que les choses ne vont pas dans le sens où il y a des bonnes intentions. C'est évident qu'il y a des bonnes intentions, mais on est dans les usages, on est dans les bonnes pratiques, et je pense qu'on a tous besoin d'être guidés sur ces usages, ces bonnes pratiques, et même souvent d'être accompagnés par des professionnels. Les certifications, les normalisations, je pense qu'on a vraiment besoin d'être accompagnés. Être accompagné, précisément, c'est quoi? Comment on se fait accompagner lorsqu'on veut améliorer cette démarche face à l'environnement? Alors, j'ai un très bon exemple, je vais lui faire un petit peu de pub, je m'en excuse, mais qui est une personne qui nous accompagne sur notamment The Big Green qu'on a organisé à Deauville. C'est une société qui s'appelle Zei, qui a été fondée par un gars qui est extraordinaire, qui s'appelle Noël Bobza, et qui est capable de mettre un tableau de bord en face des dirigeants, un tableau de bord d'évaluation sur certains critères, certains ratios, gestion des déchets, que ce soit décarbonation, que ce soit même sur le côté, bien entendu, qualité de vie au travail, et qui est capable d'accompagner l'ensemble des dirigeants, l'ensemble des grandes entreprises, des très très grandes sociétés, que ce soit dans les médias ou dans les modes industriels, et qui accompagne justement ces dirigeants pour les aider, pour pouvoir améliorer leur scoring. Donc bien entendu avec la conséquence sur la marque employeur, sur la marque vis-à-vis de l'ensemble de l'écosystème, et puis ça permet aussi d'embarquer les équipes. Parce que c'est un beau projet, c'est un projet de société, de pouvoir se fixer des objectifs et après de se donner les moyens. Mais encore une fois, il faut être, pour moi, accompagné. Là, on en vient justement au management. C'est un beau projet d'équipe, vous Oui. dites. Ça permet de remobiliser les troupes autour d'un sujet particulier? Alors, c'était effectivement une des pressions dont je n'ai pas parlé, mais c'est le sujet, c'est-à-dire que les convictions, elles sont issues aussi de cette pression des salariés. Elles sont issues aussi, bien entendu, de cette pression que l'on peut avoir, nous. On parlait des différentes générations, on est un peu dans cette intergénérationnelle. Là, maintenant, nous devons, on n'avait pas ces problématiques avant, nous devons maintenant répondre à ces pressions-là, qui sont absolument légitimes. Et effectivement, donc, on doit, à l'interne, dans notre cadre de travail, que nous essayons d'apporter, accepter certaines ce que j'appellerais concessions, peut-être de télétravail ou autre, parce que de toute façon c'est bon pour tout le monde. Mais effectivement, cette logique-là de pouvoir
de pouvoir répondre à toutes ces normes de décarbonation, il faut non pas seulement qu'elles soient en interne, mais il faut aussi qu'elles rayonnent aussi sur l'ensemble de nos activités, toutes nos activités. Jean-Noël Fély, donc à Balthazar. De quoi on parle quand on parle de sobriété pour vous? Alors, grosse question. Peut-être juste avant, j'aimerais Oui. rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, mais je vais répondre à la question, parce que ça m'a fait sourire. Quand tu as dit, au fond, ma conviction, elle est venue aussi de mes enfants. En fait, moi, je travaille avec beaucoup de dirigeants sur ces questions-là, sur les questions de transformation responsable. Et beaucoup de dirigeants qui sont, on va dire, en moyenne d'âge, autour de quinquas, ont des enfants. Et c'est souvent un levier dont ils parlent souvent. C'est-à-dire, au fond, la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de leurs propres enfants, qui crée un déclencheur, parce qu'en gros, vis-à-vis de ces enfants, on veut pouvoir œuvrer pour un futur souhaitable. Et des enfants qui se disent quasiment déprimés, parce que comment, moi, à 80 ans, je vivrais sur cette Oui, planète? On entend beaucoup dire ça. Voilà, mais moi-même, j'ai des enfants, et les enfants, ils vous challengent sur « oui, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais ?» Qu'est-ce que tu fais? Parce que jusqu'à présent, ce qu'on a fait, on n'est pas forcément bien noté, on va dire, par nos propres enfants. Même si eux, ils peuvent être aussi un peu schizophréniques sur le sujet, on le sait bien. Mais bon, c'est l'apanage de la jeunesse. Alors, si je reviens sur la question de la sobriété, en fait… quand on revient à la définition, on parle de modération, on parle même de privation, on parle de faire attention à la façon dont on va utiliser les ressources et l'énergie justement par rapport à la planète, c'est par rapport à notre environnement. En fait, moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est quand on parle de sobriété énergétique, je vois tous nos clients en tout cas, ou les gens que je côtoie, il n'y a pas une entreprise qui ne se pose pas cette question aujourd'hui, mais c'est un peu conjoncturel quand même. Il y a une sobriété conjoncturelle liée au coût de l'énergie. Parce que je vous prends un exemple très concret. J'ai récemment un de mes clients qui m'a appelé, entreprise dans le domaine pharmaceutique, des usines. Le coût de l'énergie aujourd'hui était plutôt, on va dire, entre 2 et 4 %. Ce n'était pas un sujet pour eux. Enfin, c'était un sujet, mais un sujet. Là, avec la hausse du coût d'énergie, d'un seul coup, dans l'économie d'une usine, ça monte à 12 voire 15 %. Donc c'est plus tenable d'un point de vue économique. Et donc du coup, le sujet, il est monté en haut de la liste, il devient un sujet top dirigeant, il faut s'en occuper, il faut faire des économies. Mais là, on est sur des choses assez classiques dans le domaine de l'entreprise. On veut faire des économies, on veut optimiser, on est dans le domaine de l'efficacité. C'est quelque chose d'assez assez connu de l'entreprise. Et là, aujourd'hui, toutes les entreprises ont leur plan sobriété énergétique au sens comment on réduit et comment on optimise notre modèle économique. Mais moi, je pense que le sujet, il est pas seulement là, c'est ce que fait la différence entre la sobriété dite conjoncturelle et une sobriété plus structurelle. Et d'ailleurs, ça rebondit sur un appel qu'il y a eu en juillet, là, des 84 dirigeants qui disaient on passe de la sobriété d'urgence à une sobriété organisée. C'est que le problème de la sobriété organisée ou la sobriété structurelle, elle remet en cause complètement les modèles d'entreprise. On est sur un changement de paradigme. On parle de relocalisation, on parle d'économie circulaire, on parle de décarbonation. Enfin, on parle d'évolution considérable dans le champ de la mobilité, qui est un des gros enjeux par rapport à la question énergétique. Et donc, c'est une transformation très lourde qui prend des mois et des années. Je veux dire, on ne va pas d'un seul coup être sobre. Et puis, pour certaines entreprises, honnêtement, ça pose même la question de leur existence. Ça coûte cher et ça remet en question l'existence même de l'entreprise? Oui, je prends un Financièrement, ça ne tient pas? Financièrement, ça ne tient pas ou ça pose des questions. Moi, j'ai assisté récemment dans une autre entreprise dont je ne citerai pas le nom, mais dans le domaine des vins spirituels, où ça posait la question. Voilà, ils ont une gamme de produits, vous savez, la petite mignonnette là, qu'on peut boire dans les aéroports, dans les avions, pardon. Avec modération, bien entendu. Avec modération. On peut se poser la question, si on a une sobriété d'usage, est-ce bien pour la planète si eux-mêmes, travaillant sur leurs propres raisons d'être, leurs propres impacts socio-environnementaux, se posent la question de est-ce que c'est un produit qui doit encore exister demain? Sauf que quand c'est une ligne de produit qui représente des volumes considérables de vente et des marges considérables, très concrètement par rapport à, en tant que dirigeant, je gère mon PNL, j'ai mon résultat, mon EBITDA, j'ai une question de rapport au temps là qui est compliquée. Je dois résoudre une équation économique. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire parce que je suis pris dans un système économique. Je sais qu'à terme, il faut que je gère. Et donc, on parle de transition. Donc, il faut gérer ça dans le temps. Il faut trouver des produits de substitution, donc de l'innovation. Enfin, on imagine, par rapport à des enjeux managériaux, c'est des transformations considérables. Et ça s'accompagne, comme tu le disais, Nicolas, très bien. C'est effectivement, ça se planifie, ça s'organise, ça s'accompagne dans le temps à travers des logiques d'innovation, de changement de modèle managérial, d'évolution de la façon dont on manage une entreprise. Parce qu'on le sait bien, dans les entreprises aujourd'hui, on a l'œil rivé sur le chiffre d'affaires et les l'EBITDA. Là, on va devoir avoir l'œil rivé sur le chiffre d'affaires, les l'EBITDA et l'impact, nos externalités négatives. D'autant plus que l'Europe a voté, et pas plus tard que la semaine dernière,
la nouvelle CSRD, avec l'idée qu'à partir de 2024, tout ça va être transparent. On va avoir des objectifs sur nos impacts socio-environnementaux, qui fait que ça va rentrer dans le pilotage économique des entreprises. Alors ça m'intéresse, on va aller plus loin justement. L'impact sur le people, sur vos collaborateurs, sur le management, concrètement chez vous, ça donne quoi? Alors nous, c'est un peu particulier parce que nous, on a un cabinet de conseil, on a une 50aine de personnes. Donc, en termes de sobriété énergétique, on n'est pas des gros consommateurs. Mais très concrètement, par exemple, Balthazar est devenu société à mission. Donc, on est devenu société à mission. On a défini une raison d'être, on s'est défini un certain nombre d'engagements. À travers ces engagements, on a des KPI et donc on s'engage sur un certain nombre d'enjeux socio-environnementaux en lien avec notre métier et notre organisation. Et donc, on va le piloter. Et donc, du coup, ça veut dire que ça rentre dans le modèle managérial de l'entreprise. Ça veut dire que pour un collaborateur, ça devient un critère important. Et beaucoup d'entreprises, notamment les entreprises qui deviennent sociétés à mission, qui sont dotées d'une raison d'être, qui se sont donné des objectifs économiques, vont devoir introduire ces éléments dans leurs KPI, dans les mesures d'évaluation de leurs collaborateurs, de leurs managers. Enfin, je suis sûr que peut-être que d'ailleurs, je ne sais pas chez toi, chez Nicolas ou chez Eric, peut-être déjà il y a des indicateurs ou des critères qui, quand vous mesurez la performance à la fin de l'année d'un manager, vous allez mesurer leur impact social et environnemental aussi. Ça va devenir des critères de bonus. Et donc, dans votre bonus, c'est plus simplement un bonus basé sur l'EBITDA, mais ça va être des bonus. Et donc, c'est une évolution considérable. Hein, et le problème, c'est que ça crée des injonctions paradoxales. Et donc, ça complexifie le métier du manager. Donc là, on parle de monde complexe, on est en plein dedans. Hein. Quand vous devez arbitrer entre « OK, c'est bon pour mon EBITDA » ou « c'est bon », et donc toute la difficulté de piloter et d'organiser tout ça dans une phase où, en plus, on est dans une transition, où on espère construire des modèles économiques qui ont un impact positif sur le monde. Parce que moi, mon idée, c'est que les entreprises, elles peuvent être la solution et pas le problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a débat là-dessus. Hein. Il y a beaucoup les grands méchants loups. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui sont représentées comme étant le problème. Hein. Je ne reviens pas sur le cas de Total dont on a parlé récemment, lié à l'actualité. Mais voilà, moi, j'enseigne à l'ESSEC. Il y a des étudiants, ils vous blacklistent des entreprises. Aujourd'hui, il y a des entreprises dans lesquelles ils ne veulent pas aller. Ou alors, il va falloir les payer très très cher. Et donc, ça devient presque honteux d'aller dans certaines entreprises aujourd'hui. Parce qu'elles ont une image qui dégrade, en fait, qui est dégradante, liée au fait à leur impact négatif. Et pour ces entreprises, ça va devenir un sujet. Là, on parle de marque employeur. C'est un vrai sujet parce que j'ai rencontré le DIRCOM et le DRH d'un très grand groupe cosmétique français, le leader. Ouais, je vois et on m'a dit, voilà, vous voyez, on m'a dit clairement que la première question des candidats qui devaient recruter, c'était quel est votre impact RSE? Qu'est-ce que vous faites pour la planète? C'est pas mes RTT, c'est pas ma rémunération, c'est pas comment je télétravaille, c'est qu'est-ce que vous faites d'abord pour la planète? Je viens ensuite, je vois si je vais chez vous ensuite. Exactement. C'est d'ailleurs, très important, ce groupe dont vous parlez, ils le savent, ils ont bien conscience et ils ont toute une stratégie autour de ça qui vient nourrir leur marque employeur parce qu'ils sont aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, ils sont questionnables sur ce sujet-là de la part des jeunes générations. Même s'ils font beaucoup d'efforts, parce qu'en réalité, je sais qu'ils font beaucoup d'efforts et il y a des choses réelles qui sont bien neuves. En revanche, de la part, vu des nouvelles générations, c'est pas encore ça. On a un doute. On a un doute et ils peuvent être accusés de purpose washing, greenwashing et tout ce qui est washing. Et donc, c'est un vrai sujet. Éric, votre regard sur ce qu'on vient de dire. Je vais rebondir très simplement avec deux angles par rapport à notre groupe. Mais quand on parle de filière sucrière, par rapport à notre métier, pour avoir du sucre, il faut transformer de la betterave. Ça se passe en campagne, entre septembre et décembre, on consomme beaucoup de gaz, beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, donc, le poste le plus important dans nos hausses de tarifs, qui sont dans nos coûts de revient, sont représentés par le gaz. C'est une facture énergétique qui est absolument énorme. Et donc, on est engagé déjà depuis pas mal d'années, le groupe est engagé pour décarboner complètement notre industrie. Donc, c'est des investissements qui sont colossaux. Et puis, d'un point de vue beaucoup plus grand public, mais je vois le terme métamorphose, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'on continue à faire sur la marque Daddy, qui était une marque, on va dire, très flashy, très plastique. Oui, je me rappelle de la boîte en plastique du sucre Daddy. Donc on a fait des choix engagés, on a arrêté cette boîte, on s'est coupé d'un chiffre d'affaires qui était là depuis une vingtaine d'années. On a transformé les poches, les fameux Doypack, les poches plastiques également, par du craft. On parlait d'économie, donc c'est à peu près 10 millions de bouteilles économisées par an, donc c'est pas neutre. Et on continue dans cette démarche. Il y a évidemment encore des pistes de progrès, mais tout ce qui était plastique, donc on a complètement revisité la gamme, et finalement les consommateurs nous ont suivis, on a testé des choses, et c'est vrai que les nouvelles générations sont très sensibles à ça, que c'est une avancée stratégique qui est importante dans l'approche marketing d'un produit aussi
d'une commodité aussi basique que le sucre. Une petite parenthèse pour ceux qui nous suivent, vous pouvez bien sûr poser vos questions en direct, hein, on y répondra dans quelques minutes. N'hésitez pas si vous voulez interpeller nos invités, avoir des précisions ou aller encore plus loin sur certains points. Nicolas Godard, je reviens à vous. Vous avez déployé votre savoir-faire en déclinant le Meet4. Meet4 RSE, Meet4 hydrogène. C'est quoi exactement ? L'idée, c'est de travailler l'inter-communauté. Je me suis rendu compte presque par hasard, au final, que les communautés ont besoin de se parler et non plus forcément des fonctions dédiées. Je prenais l'exemple tout à l'heure du marché de l'événementiel versus, évidemment, toutes les problématiques RSE, les ODD et le développement durable. La communauté en fait, de deux événements qui sont chacun dédiés sur leur marché, en fait, a créé plus que deux. 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 égale 3. Et je pense que ça, c'est un petit peu le credo de notre marché et un petit peu le credo de notre activité, c'est d'apporter encore plus de valeur ajoutée. J'ai un autre exemple aussi qui est, rien à voir, complètement un autre secteur d'activité, la Silver Economy, donc l'accompagnement intergénérationnel, l'accompagnement de résidents ou de citoyens en résidence senior ou en EHPAD, que nous avions mis en parallèle avec un événement sur l'équipement hôtelier. En fait, 1 plus 1 égale 3, tout simplement parce qu'il y a des évidences qui sont arrivées, que ce soit l'accueil dont évidemment le marché de l'hôtellerie est exemplaire, il faut l'avouer, et puis peut-être que certaines résidences seniors, certaines EHPAD ont peut-être quelques leçons à tirer sur cette qualité d'accueil, mettons. Que ce soit sur l'équipement, que ce soit, alors évidemment le côté médical on va le mettre à côté, mais que ce soit sur donc, cet accueil, ces services, ou que ce soit sur l'équipement, je pense qu'un marché peut apporter à l'autre et inversement. Et la logique effectivement des Meet4, c'est de créer des moments de rencontre, des moments où les uns peuvent rencontrer les autres, même si on n'est pas exactement dans sa bulle, on n'est pas exactement dans sa capsule, mais au final on se rend compte qu'il y a énormément d'interactivité. Et là, ça c'est le mythe. Et le fort est, on n'a pas besoin d'être un grand patron, on n'a pas besoin de faire partie d'un modèle, on n'a pas besoin de faire partie d'une association, qu'elle soit de fédération ou de gouvernance. Je pense que ceux qui font changer les choses, ce sont ceux qui font, ce sont les faiseurs, ce sont les contributeurs. Donc l'idée, c'est le Meet4, et de décliner, c'est tout simplement de développer ce concept de favoriser les rencontres, mais ça je crois que ce sera un sujet dont on parlera juste après, mais pour quelque chose, avec une vraie utilité et avec une capacité de mobilisation de faiseurs et de contributeurs. Voilà le concept un petit peu résumé, mais du Meet4. Voilà, donc ce que vous pouvez dire sur cette première partie, cette sobriété énergétique. On va avoir des questions si vous voulez. Vous pouvez bien sûr nous interpeller. On a pas de questions encore, donc on va attendre un petit peu. On passe tout de suite au deuxième thème. Alors, on vous pose une question interactive. On va passer au deuxième thème et on va parler de l'hybridation. On évoque maintenant l'hybridation du travail, du management, de la communication. On a l'impression que tout s'entremêle. Éric Girard, donc vous êtes directeur commercial et marketing de Cristalco. Est-ce que vous avez fixé certaines règles par rapport à l'hybridation ? Comment vous avez géré cette situation qui s'est accélérée il y a 2 ans en fait ? Alors, l'hybridation s'est mise en place progressivement et naturellement après la période du Covid. Donc on a une règle corporate au sein de l'entreprise qui est toujours valable aujourd'hui. Les collaborateurs ont la possibilité de bénéficier de 2 jours de télétravail par semaine. Vous êtes sur les 2 jours. On est sur 2 jours. Il y a pas mal d'entreprises qui font ça. Hein, c'est assez fréquent, 2 ou 3 jours. C'est une règle qu'on retrouve assez souvent. Ce sont 2 jours qui peuvent être pris au lieu de résidence du collaborateur, mais pas que. On a ouvert en fait il y a quelques mois, probablement 1 an je pense. On peut donc télétravailler où on veut finalement. Donc ça a été une flexibilité qui a été proposée. La plupart des collaborateurs ont opté pour ces 2 jours. Je ne veux pas dire que c'est devenu un acquis, mais en règle générale, cette règle fonctionne plutôt bien dans l'entreprise. En ce qui concerne mon activité à proprement parler, puisque ces 2 jours doivent être décidés avec le manager,
on a également partagé collectivement et décidé que ces 2 jours, on allait plutôt axer les 2 premiers jours en présentiel, donc le lundi, mardi pour rythmer la semaine, pour favoriser les échanges. Lancer les objectifs de la semaine. Voilà, lancer les objectifs, les réunions ensemble, etc. Et ça a plutôt été bien perçu. Je pense que le mercredi, il y a aussi des problématiques ou des contraintes familiales, notamment pour des jeunes mamans. Le vendredi, qui était très tabou, alors il y a de moins en moins de monde en règle générale le vendredi, mais on s'habitue voilà, à ces modes d'organisation. Ça pose un certain nombre de questionnements. Je pense qu'au départ, il y a toute une phase qui est assez récréative. On est dans du nouveau, donc c'est agréable, ces teams, ces réunions, ce rythme un petit peu différent. La deuxième phase, elle est plus liée sur l'organisation, sur la productivité. Et puis là, je pense qu'on est dans une phase d'interrogation. Donc comment est-ce qu'on peut être dans l'engagement des collaborateurs, mais être aussi dans l'efficience et dans une cohésion d'équipe qui parfois a été moussée nécessairement, puisqu'on ne se voit pas tous à 100% sur une semaine complète. Alors justement, je me mets à la place du manager. Qu'est-ce que ça change pour lui, pour gérer ses équipes, pour les relations au jour le jour, pour l'efficacité aussi? Alors, je pense que ça doit changer, surtout le rôle du manager, qui doit être un manager plus avec un rôle de leadership que de contrôle. Je pense qu'il faut absolument avoir ça en tête, être capable de gérer plus d'autonomie, plus de liberté des collaborateurs, et en même temps avoir un rôle d'animateur beaucoup plus fort, de chef d'orchestre. Donc il faut être capable aussi de diviser les missions, d'être capable de séparer des missions qui peuvent tout à fait fonctionner en distanciel et d'autres qui nécessairement nécessitent la présence du groupe et l'interaction, la dynamique de groupe qui est si importante. Ça suppose de la formation pour ces managers, pour ce nouveau rôle, ça suppose d'animation plutôt que de contrôle, c'est pas la même chose? De la formation, ça suppose de la créativité, je pense qu'il faut se remettre en question. Ça suppose de vraiment revoir sa feuille de route, revoir ses objectifs, prioriser différemment, cosmétiser aussi probablement les thématiques. Il faut redonner du sens. Je crois qu'il faut vraiment aussi rendre le présentiel beaucoup plus agréable, beaucoup plus envoûtant, beaucoup plus... Quel est finalement mon intérêt à être présent au bureau si tout fonctionne très bien aussi en distanciel? Et donc là, on a un rôle en tant que manager d'embarquer les équipes avec des sujets stratégiques et faire en sorte que cette dynamique fonctionne. Du point de vue du collaborateur maintenant, cette mise en place, ce lundi, mardi présentiel chez vous, ensuite le télétravail, ce nouveau rapport à son chef, comment c'est perçu? Alors c'est évident, je crois que c'est évidemment, alors pour les nouvelles générations, c'est perçu de façon très positive, cette autonomie, cette liberté. Il y a probablement un gage de confiance aussi qui existe. Le piège, c'est le caractère automatique. Donc 2 jours, 3 jours, je crois qu'il faut aussi un peu de souplesse, d'intelligence, d'agilité de part et d'autre. Donc moi, ces 2 jours, on a même une personne dans l'équipe où on a fait une entorse, elle est 100% en télétravail. Je crois qu'on a accordé 5 jours de présentiel parce qu'on sait que son métier le permet et que sinon on aurait perdu cette collaboratrice qui vivait en province. Donc voilà, c'est, je pense, très très bien vécu et attendu. Ça fait partie aujourd'hui des critères de recrutement. On parlait de marque employeur aujourd'hui, c'est une des questions qui vient très très rapidement. Et en même temps, après cet effet de mode et d'influence, on a aussi des collaborateurs ou des collaboratrices qui ont besoin de retrouver du présentiel, du sens et du collectif et d'aller au bureau pour des raisons matérielles, pour des raisons aussi simplement de discussion au quotidien avec les autres. Et la fameuse machine à café. La machine à café qui est le lieu le plus important, le plus stratégique dans une entreprise, exactement. Avec un peu de sucre. Avec un peu de sucre, oui. Encore mieux. Du daddy, c'est pas mal. Jean-Noël Fély, votre réaction justement, parce que c'est vrai qu'on parlait de la formation des managers, ça change tout, cette hybridation du travail. Ouais, ça pose pas mal de questions parce qu'en fait aujourd'hui, ça a été assez rapide et l'hybridation, elle s'est accélérée très fortement liée au Covid. Je pense qu'il y a beaucoup d'expérimentation. Moi, en tout cas dans les entreprises qu'on accompagne nous et qu'on voit, que je côtoie régulièrement, on voit que la dynamique a été lancée. Moi, je pense qu'il y a un avant, un après, et il n'y aura pas de retour en arrière. Beaucoup de choses sont expérimentées avec des vrais questionnements, notamment de la part des dirigeants, des DRH, sur OK, là on expérimente. Alors effectivement, le cas d'Eric est intéressant parce que 2 jours, je connais des entreprises qui étaient allées jusqu'à 3 jours, qui reviennent à 2 jours. En fait, qui se posent la question, c'est quoi le bon équilibre? C'est quoi le bon équilibre? Parce que derrière ça, il y a quand même pour les entreprises des vrais leviers économiques quand même, parce que finalement, à travers ça, on peut économiser des coûts de transport, des coûts de loyer, d'immobilier.
évoluer. Et donc, il y a une dimension économique, mais il y a aussi toute la dimension sociale qui est très importante, parce que moi, je pense que ça change le cadre social aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une opportunité pour les entreprises de reposer la question du cadre social, et ça change le cadre social parce qu'on a une forme d'acquis aujourd'hui sur un certain nombre de choses. C'est très compliqué de revenir en arrière pour un certain nombre de personnes qui considèrent qu'aujourd'hui, ben voilà, ils se sont organisés comme ça. D'ailleurs, beaucoup de collaborateurs, et donc même chez moi, certains ont décidé d'aller vivre en province, et de quitter Paris. L'exode des Parisiens, vous l'avez vu? Ah oui, moi on en a beaucoup parlé. J'ai des cas dans ma propre entreprise, et je connais pas mal de cas chez les clients. Ils disent, bon voilà, c'est un peu fait accompli. On a décidé de faire ça. Donc en gros, la réponse, c'est soit l'entreprise dit non, et elle perd le collaborateur, soit elle s'adapte, elle expérimente, elle tente des choses. Et aujourd'hui, et ce que dit Eric est très juste, c'est que chez les nouvelles générations, ça devient, d'ailleurs j'en parlais récemment avec les chasseurs de tête, un des critères clés. Est-ce que l'entreprise a un accord de télétravail? Est-ce que je peux m'organiser en fonction? On voit bien que cette notion d'acquis social, qui du coup aussi implique plein de choses. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes chez vous, vous êtes en télétravail. Est-ce que j'ai un siège ergonomique? Est-ce que j'ai le bon écran pour travailler? Donc les salariés demandent des dotations, demandent d'avoir accès à un certain nombre de services complémentaires. Donc ça réorganise pas mal de choses. Alors avec plein de problèmes de frontières flou entre vie pro. Voilà, Avant, c'était ma question. Là, ouais. On réinvente un peu le bureau, il devient de plus en plus agréable, mais il y a le chez-soi qu'on essaye aussi un petit peu d'améliorer. Mais même si j'ai un bon siège ergonomique et un bel écran, ben, j'ai quand même les enfants à côté, la cuisine, le chien, etc. Et d'ailleurs, comment on gère ça? Pour prendre des choses vraiment très concrètes, vous voyez, moi récemment j'avais la remarque d'un chef d'entreprise qui dit, je ne comprends pas. Là, la personne, elle me parlait d'une femme qui était en télétravail, elle avait son enfant sur les genoux. Alors on dit, ok, on est en comité marketing et puis elle a son enfant sur les genoux. Normalement, quand on est en télétravail, on n'est pas censé garder ses enfants. Parce que on est censé être en travail. Or, pour autant, la personne, elle n'avait pas sa nounou, je ne sais pas. Mais du coup, ça posait une question. Enfin, du coup, ça interpelle. Là, je prends des choses c'est micro, mais ça dénote de, oui, du coup, quel lien on fait, comment on sépare, comment on recrée des repères entre vie professionnelle, et c'est pas simple, c'est pour ça que je parle de cadre social. Tout ça nécessite un certain nombre de cadrages, de règles, parce que bon, on vit quand même, on a besoin en plus de plus en plus de travail collectif, de travail collaboratif, de travail ensemble, sinon c'est vite le chaos. Et d'ailleurs certains dirigeants nous disent, ouais mais attention là on part dans un truc où on maîtrise plus tout à fait, et on va être en non-performance globale, donc il faut qu'on apprenne à fonctionner comme ça. Il faut qu'on crée de nouvelles. Le management est très à mise à l'épreuve. En non-performance ou en souffrance ou en isolement. On peut aussi avoir des collaborateurs. Risque RPS très fort. Soit on se révèle et on peut même être très autonome en télétravail avec des prises d'initiative peut-être beaucoup plus libres finalement. Et à l'inverse, on peut avoir. Ça peut arriver. Donc ça, c'est la vigilance du manager d'être sûr que tout le monde vit à peu près confortablement. Je crois que le Covid a quand même. Pendant des mois, ça a duré quand même très longtemps. Pour une grosse partie des gens, on a réussi à s'organiser. Pas pour tout le monde, mais si on raisonne sur la majorité, la grosse majorité des collaborateurs ou des salariés, on a passé le cap. Donc c'est vrai que ça serait irréversible à mon avis. Je voulais revenir sur un point qu'a dit Eric, très important, moi je pense, c'est la question du management. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec l'hybridation, et ça je pense que c'est une très bonne nouvelle, c'est que ça fait 20 ans qu'on nous parle du manager coach, du servant leadership, de changer le modèle managérial, d'inverser la pyramide. Enfin, il y a toute une série de théories, de pratiques là-dessus. Je ne vais pas revenir dessus. En revanche, là, maintenant, on n'a plus le choix. C'est-à-dire que dans les entreprises, on ne peut pas garder ce management pyramidal, combien de contrôle, top-down, voilà, surtout dans la culture française, très hiérarchique, etc. Moi, je reviens du Danemark, dans les pays nordiques, qui ont complètement une autre culture managériale. Ben là, on doit y aller, quoi. Parce qu'en gros, quand vous aménagez des équipes à distance, en distanciel, hybride, vous ne pouvez plus les gérer comme avant. Et donc, du coup, ça fait une rupture dans les modèles managériaux et donc l'accompagnement, la transformation managériale qu'il y a derrière ça. On ne peut pas y échapper. Et toutes les entreprises, là, elles sont dans cette dynamique-là à reconstruire, en fait, un modèle managérial qui doit être géré, en fait, cette situation qui de toute façon s'impose aux entreprises. Nicolas Godard, vous, dans les salons de votre entreprise aussi, l'hybridation, le digital, c'est assez paradoxal face au présentiel, face aux rencontres qu'on fait dans tous les salons événementiels. Comment vous analysez tout ce qui se passe en ce moment? Alors, tout d'abord, je suis… évidemment, on regarde ce qui se passe autour de nous, mais je suis pas surpris, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on se pose à l'état actuel une problématique où on a accès en l'état actuel à des outils qui étaient déjà utilisés bien en amont par d'autres écosystèmes et par d'autres marchés. Je pense au marché de la formation, par exemple. La logique de l'hybridation dans le marché de la formation, que tu connais bien,
est un sujet qui a été traité il y a une quinzaine d'années. Quel était le sujet? Quelle était la question? La question était pression de grandes plateformes, notamment américaines, qui voulaient venir sur le marché français et qui voulaient évangéliser le monde de la formation au I2, ou au 2I. C'est-à-dire, évidemment, sous argument, RSE, bien entendu, et coûts, bien entendu, baisse des coûts. Donc il fallait que tout le monde aille sur le I2. Alors ça s'est un peu retourné l'histoire, parce que l'iceberg s'est un petit peu retourné, parce qu'au final, on est arrivé à un consensus. Le consensus, c'est le mix, ce qu'on appelle le mix formation, entre le présentiel et le distanciel. Et au final, on avait les mêmes mots, mais où on avait les mêmes termes, mais qui étaient déguisés par d'autres mots. Donc là, en ce moment, actuellement, par la période Covid, le marché de l'événementiel découvre un petit peu, ou plutôt embrasse cette logique de l'hybridation. Vous aviez déjà des formations synchrones, c'est tout simplement ce que nous sommes en train de faire, c'est un live. Nous avions des formations asynchrones, c'est un podcast, un replay, ou un différé. On n'a finalement rien inventé. On avait des formations sur étagère, on avait des formations sur mesure, on n'a rien inventé non plus. Le tout, c'était alors on appelait ça des Learning Management Systems, des LMS. Bon, on va appeler ça des plateformes d'hybridation, finalement on n'a rien inventé. En fait, les outils sont un peu les mêmes. La seule chose, c'est que maintenant, c'est juste ces usages qui sont en train de beaucoup plus, évidemment, se diffuser et notamment sur le marché de l'événementiel. Maintenant, pour recentrer, évidemment, sur le marché de l'événementiel. Moi, je ne suis pas un ayatollah du présentiel, mais c'est vrai que c'est quand même mon métier. Moi, j'ai plaisir à ce qu'on se voit. Je suis convaincu qu'on aurait fait cette petite discussion, peut-être qu'on aurait pas échangé ce café juste avant, on n'aurait pas le plaisir de se voir. Bon, moi c'est quand même mon ADN, il faut l'avouer, c'est quand même mon ADN. Il y a une perte quand même avec le digital, vous dites on perd quelque chose? Alors, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le digital permet à certaines personnes qui n'avaient pas accès maintenant d'avoir accès. Donc je vois le digital comme étant quelque chose de très complémentaire par rapport à ce qu'on fait. Notamment pour des problématiques, que ce soit de fuseau horaire, de problématiques de transport, et puis après des problématiques aussi de peut-être pouvoir créer des slots en fait, sur nos événements. Demander à une personne, alors on fait 47 événements par an, en France, à l'étranger, demander à une personne de se mobiliser pendant 2 jours, par exemple, pour faire une intervention de 2 heures, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste aucun sens. Donc maintenant, de dire à cette personne-là, je vais te demander de 14h à 16h d'être juste disponible où tu es pour qu'on puisse quand même bénéficier de ton expérience et qu'on puisse discuter ensemble, ça redonne du sens. Mais c'est quelque chose qui n'était pas possible si on n'intégrait pas le mix formation ou l'hybridation. Donc, je n'ai pas, moi, le sentiment que nos événements ou les événements de l'ensemble de mes concurrents baissent en volume, même si certains le font, notamment mais parce qu'ils sont aussi sur certains formats. Je pense aux grands salons B2C, où certains peuvent être un petit peu différents. Mais globalement, nous en tout cas, dans notre manière de faire, on le voit comme étant quelque chose de très complémentaire. Moi, ça fait 20 ans que je challenge les plateformes, ça fait 20 ans que je fais des rendez-vous d'affaires, que ce soit des rendez-vous d'affaires formels, informels, inversés, avec des validations ou des refus. Moi, ça fait 20 ans que c'est mon job en fait. Donc, la limite est où? La limite, elle est dans le challenge qu'on peut faire vis-à-vis des plateformes. On leur dit, ce serait bien qu'on ait ça, comme ça ils permettent de développer. Ils lancent de la R&D, et puis inversement, qu'eux-mêmes nous challenge ou nous apportent des solutions. Je pense que le jeu, il est un petit peu là, en fait. Et c'est vrai que la partie informelle, par contre, disparaît. Tu parlais des trajets en voiture, en avion, en train, qu'on peut faire pour aller à une réunion. Tout ça, c'est bien timé maintenant, donc il y a une efficience. Ça va beaucoup plus vite, c'est plus simple. On économise aussi pas mal d'argent. Mais on perd, je pense, tout ce côté, ce petit café avant, après. Des contrats, à votre avis, quand on discute dans l'avion comme ça au retour d'un... Bien sûr, si je peux. Oui. On va parfois plus loin que la conclusion d'une réunion. Il
Il y a toujours la période post-réunion Bah, où, bien sûr. où les gens... C'est clair. Et ça, on ne l'a plus parce qu'on coupe... Mais ça pose la question des rituels du coup. Oui. Il faut réinventer de nouveaux rituels Exactement. pour recréer ce lien social. Et donc, parce que forcément, on avait nos réflexes. C'était la machine à café. Vous n'avez plus la machine à café. Comment vous créez le rituel? Alors, je sais bien qu'on faisait des cafés Zoom pendant le Covid, mais c'est cette idée. C'est l'idée de réinventer des rituels qui sont des rituels informels dans lesquels se passe énormément de choses. Et donc, Mais j'avais illustré ça récemment. En fait, l'événementiel, c'est des bons moments. Et comme je dis souvent, on boit du champagne, mais d'abord, il faut porter les cartons. Alors, mais avant ça, en fait, on gère des fichiers. On gère des fichiers Excel, on gère des onglets, donc on a des indicateurs avec ces fichiers. Donc quand on avait 300 personnes sur une édition précédente, hop, on a dépassé 301, on a un premier indicateur, ah c'est bien, les gens s'engagent, c'est bien. Donc ça c'est les lignes, mais il y a des colonnes qu'on ne peut pas remplir. Est-ce que vous avez déjà rempli une colonne marquée convivialité? C'est impossible à remplir cette colonne, ça se vit, c'est sur le présent. Échange, impossible à remplir. Vers quoi j'ai envie d'aller? Qu'est-ce qui me plaît? Ce qui va se passer au final. Ouais. Mais ça, c'est la magie de l'événementiel. Mais donc, c'est ça, moi, mon passage du digital au présentiel. C'est de savoir convertir mes bases de données en quelque chose de vivant, de live, de convivial, où les gens vont vouloir échanger et vont vouloir s'apporter réciproquement, comme ce qu'on est en train de faire ici. Allez, on avance. On va vous poser une question maintenant. C'est interactif, cette émission Métamorphose. Avoir un temps de télétravail, est-ce que c'est important pour vous? On va voir à quel point c'est important pour vous. N'hésitez pas à voter sur la plateforme. Vous pouvez voter en direct et on va voir les résultats dans quelques instants. J'imagine quand même une grosse majorité qui vont dire que c'est important, mais on va voir à quel point, si vous notez de 1 à 5, est-ce que c'est aussi important que ça pour vous, ou est-ce que quand même le bureau, il y a des bons côtés, notamment la machine à café, on aime bien. je crois que c'est clair. Alors on va afficher les résultats. Eh bien, à 62%, eh bien, c'est très important d'avoir un temps de télétravail pour vous. C'est quand même la moitié, c'est pas 90%. Hein, c'est, voilà, Oui, mais enfin, et après, il y a 37%, c'est vrai. 37%, donc à notre 4, On est à 90%. On est à 90%. J'avais pas vu la réponse. Ça bascule bien d'un côté. Ça quand même bascule bien d'un côté. C'est Mais du très coup, important. ça met en évidence ce que disait tout à l'heure Eric, hein, et ce que tu dis aussi de cette manière, Nicolas, c'est que plus on va vers le digital, et c'est bien, et c'est l'histoire de toute façon, c'est le sens de l'histoire, plus la qualité du présentiel, le moment physique doit être hyper important. Exactement. Donc ça met la pression sur le management, sur les lieux, sur les rituels. C'est-à-dire, ce que tu disais, c'est qu'il faut créer une désirabilité du moment où on est tous ensemble. C'est-à-dire qu'on ne vient plus au bureau pour être derrière un ordinateur, ça n'a aucun sens. On va au bureau pour échanger avec des collaborateurs dans un lieu qui va donner envie de le faire, qui va créer les bonnes conditions. Voilà. Tout ça, ça va être vachement important. Je vais me permettre de citer Jacques Attali en juin 2020, mais une formule qu'il avait écrite dans un papier. Il avait mis il avait pointé le danger du Covid et de l'absence de cohésion d'équipe, ce côté distanciel. Il parlait de risque de collaborateurs d'être des mercenaires, déloyaux, narcissiques. Hein, il comparait l'entreprise à un hôtel. Et je pense que c'est l'obligation qu'on doit avoir, des cadres de vie, une dynamique, du rythme. Allez, on avance. Pour garder le rythme, justement, on va passer à la troisième partie, c'est la business intelligence. Et oui, la business intelligence est une notion ancienne qui revient au goût du jour. En 1958, on parle de business intelligence avec les premiers outils informatiques. On en tirait des statistiques pour la prise de décision, mais il y avait beaucoup de filtres, notamment hiérarchiques. Aujourd'hui, il y a de nombreux outils, MicroStrategy, Yellowfin, Microsoft Power et j'en passe. Avec la business intelligence, on tire toujours plus de renseignements spécifiques, mais avec un besoin d'immédiateté. Il y a maintenant le live business intelligence, avec des outils qui permettent de mesurer et d'évaluer les connaissances qui permettent un meilleur management avec un engagement immédiat. Jean-Noël Fély, à Balthazar, vous, c'est important d'avoir de bons outils. Ça démarre par les réseaux sociaux pour l'intelligence? En fait, aujourd'hui,
il faut avoir un maximum de capteurs pour comprendre son environnement. Hein. Enfin, les Américains parlent de VUCA World, vous savez, vous connaissez cet acronyme, un monde vulnérable, incertain, complexe, ambigu, on est en plein dedans. Donc on est dans un monde où en permanence les choses, qui aurait pu prévoir le Covid, puis ensuite la crise Russie-Ukraine. Donc quand on est dirigeant d'entreprise et qu'on doit bâtir des stratégies, ça devient très très compliqué. Donc avoir un maximum de capteurs pour comprendre le monde, évidemment les réseaux sociaux en font partie, d'ailleurs il y a plein d'acteurs qui se positionnent pour aller analyser les signaux faibles sur les réseaux sociaux avec de l'intelligence artificielle. Donc ça, il y a énormément d'informations. Et d'une certaine manière, moi, on parle beaucoup d'infobésité, d'ailleurs, il y a tellement d'informations que c'est très compliqué à l'échelle d'un individu d'essayer de saisir ce qui se passe. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'outils. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les analyse? Voilà. Comment j'en tire des enseignements et comment je change ensuite mon management? Exactement. Et toute cette information-là, moi, au fond, avoir beaucoup d'informations, c'est bien, mais toute la question se pose comment on l'analyse, comment on la décrypte. Alors il y a beaucoup de promesses avec les solutions technologiques ou l'innovation autour de la capacité à analyser toutes ces informations. Moi, j'observe que quand même, quand on est dirigeant, à un moment donné, on doit prendre des décisions sur la base d'informations et toutes ces informations. Et donc, il y a quand même le paramètre humain qui rentre en ligne de compte. Et moi, paradoxalement, j'ai tendance ma conviction là-dessus, c'est de dire, OK, il faut avoir tous ces outils, il faut avoir tout ça, mais à un moment donné, il faut avoir une ligne claire pour prendre des décisions. Moi, je prends une image assez simple, moi, j'aime bien la voile. En fait, c'est un peu comme si avant, on était dans un monde où les choses étaient assez stables. On avait un bateau à moteur, on pouvait définir qu'on allait d'un point A à un point B, on avait les informations, tout était clair, on avançait et on tirait sa ligne. Aujourd'hui, on est sur un voilier et on est en plus tempête, quoi, avec le vent de face. Et donc, on tire des bords à droite, on tire des bords à gauche, on tire des bords à droite, on tire des bords à gauche. Imaginez ce que pensent les gens dans la cale. Vos collaborateurs, là, parce que vous êtes le capitaine de ce bateau, dit là on a des patrons, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils ont mal de mer. On ne sait pas où on va, nos leaders ils comprennent rien, on fait n'importe quoi, c'est hyper anxiogène. Si vous êtes capable de dire non mais on a un cap, et en fait on n'est pas à droite à gauche, on tire des bords, et progressivement on avance vers notre cap. Donc avoir toutes ces informations qui permettent de faire ça, et le cap pour moi c'est la raison d'être, c'est la notion de purpose, c'est la notion de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un leader, OK, il faut avoir tous ces outils d'information, il faut être capable de dire on a un cap, et effectivement, par rapport à ce cap-là, compte tenu de ce que nous amènent tous ces capteurs et toute cette intelligence artificielle, à un moment donné, il faut tirer des bords. Parce que, évidemment, ça serait trop facile d'aller du point A au point B avec une ligne droite, c'est le monde en théorie. En pratique, il va falloir tirer des bords à droite, à gauche, et ça s'explique, et les gens comprennent ça. Ah oui, d'accord. Et vous voyez, tout à l'heure, on parlait de sobriété énergétique, on parlait d'hybridation, on a des transformations à mener. Le chemin, c'est un chemin, c'est une transformation. Et on ne peut pas y arriver comme ça facilement. Il n'y a aucune histoire dans la nature humaine, ça n'existe pas. Vous regardez un bon film, un livre, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des difficultés. C'est pareil quand on vit une entreprise. Donc il faut être capable d'expliquer ça à ses collaborateurs. En tirant donc pour ça que je pense que la notion de purpose, de raison d'être, qui aujourd'hui dont on parle beaucoup, elle est un outil par rapport à cette question du business intelligence où effectivement il faut avoir tous ces capteurs et en même temps ce cap clair à pouvoir communiquer à ses équipes. Nicolas Godard, j'imagine aussi que vous traitez beaucoup d'informations. Vous nous parliez du fameux listing au début, qui n'est que le prémisse des salons. Comment est-ce que vous traitez toutes ces informations digitales? Alors, on traite toutes ces informations de manière un petit peu normée, de toute façon, avec des niveaux de qualification, puisque nous avons des modèles d'événements qui sont une mise à l'équation entre une offre et une demande. Donc, on doit bien entendu identifier l'une, identifier l'autre, et puis mettre après tous les éléments possibles pour que les uns rencontrent les autres. Mais ceci ne doit pas empêcher on va dire, alors j'ai beaucoup aimé la logique des bords, parce que c'est vrai que ça peut s'appliquer sur beaucoup de sujets, et notamment sur cette logique. Alors moi, un mot que j'adore, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est la logique de la sérendipité. Répétez. La sérendipité. Sérendipité. Exactement. C'est quoi? Et c'est en fait c'est le fondement de notre métier, et on doit tous avoir ce mot-là en conscience. Je reprends le monde de la formation, puisque c'était ce monde-là notamment avait, par ce phénomène de la sérendipité, a amené ce qu'on a dans les poches tous, un iPhone. C'est ce phénomène de sérendipité. Vous avez tout simplement, Steve Jobs est allé dans une école un jour et il a vu un grand écran comme ça, et puis il a vu des profs avec des bras qui bougeaient les choses, et puis il s'est dit, écoutez, il faut m'acheter cette boîte. Il a tout de suite compris que les bras pouvaient être des doigts et que le grand écran qui était là pouvait être réduit comme ça, et ça a donné l'iPhone.
Mais c'est la sérendipité, tu veux donner. Alors, c'est la capacité à faire par hasard une découverte inattendue, c'est ça? En fait, c'est un terme anglais initialement qui vient du monde scientifique et qui révèle les découvertes que l'on peut faire, notamment dans le monde scientifique, alors qu'on ne les cherchait pas, mais finalement J'ai un bon exemple pour toi, Nicolas. Gutenberg a inventé l'imprimerie en allant voir un de ses copains dans le Bordelais qui pressait le raisin. Et le pressoir à raisin, il s'est dit, et si on mettait des lettres à la place, et on pouvait appliquer, et on invente l'écriture. Voilà, on invente avec l'imprimerie. Et Steve Jobs. Et c'est de la sérendipité. La tarte tatin aussi. La tarte tatin, voilà. C'est un accident, la tarte tatin, évidemment, qui s'est retourné. Le Coca-Cola. Oui. C'est aussi, c'était pas exactement ce qui était recherché. Donc tout ça pour dire que oui, on va dire que l'intelligence artificielle ou la business intelligence nous sert dans nos fondements et dans le fondement de notre métier, parce que c'est au final, évidemment, ce que chacun vient rechercher sur nos événements. Mais il ne faut pas que ce soit froid, il ne faut pas que ce soit suffisant. Il y a ces phénomènes-là de sérendipité. Moi, je prends un grand plaisir à avoir un participant qui est dans son événement, qui vient avec une idée hyper préconçue et puis qui repart avec exactement l'inverse de ce qu'il avait imaginé. Au moins, j'ai servi à quelque chose. Sinon, ça veut dire que la logique du présentiel va être mise à bas justement par cette intelligence artificielle. Donc, cette sérendipité, c'est le point nommé de tout ce qui est l'apport complémentaire que nous pouvons faire, et ce côté de surprendre un petit peu, d'apporter de la valeur ajoutée, et on l'a par le présentiel. Et ça, les machines ne savent pas encore faire. Non, justement, exactement, mais qu'elles continuent. Alors, on est en duplex on va savoir le faire. On est en duplex maintenant avec Nicolas Seferiadis. Bonjour. Nicolas, vous êtes en direct des Sables d'Olonne. Votre entreprise, c'est Homkia, une référence en matière d'amélioration de l'habitat, des maisons connectées, les fenêtres, les volets, les portails, le tout dans la performance énergétique. On parle dans cette émission notamment de la business intelligence. Ça peut paraître surprenant, mais dans le bâtiment, qui est quand même très concret, très réel, très physique, vous faites beaucoup d'analyses quantitatives pour l'aide à la décision? Alors oui, chez nous, tout à fait, que ce soit au niveau du commerce ou de la partie exploitation, pour nous, c'est très important de piloter la performance. Dans le bâtiment, souvent, c'est pas le cas. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce domaine, et c'est pas du tout la culture. Justement, nous, on a voulu, lorsqu'on a créé Homkia il y a 8 ans, on a voulu mettre en place des outils qui permettent de piloter, de faire des analyses et de piloter correctement et de piloter la performance. Donc pour nous, ça va de soi qu'il faut une analyse quantitative. Et donc on a développé nos propres outils en fait, parce qu'on ne trouvait pas sur le marché d'outils adaptés, et on avait vraiment fait du sur-mesure. Ça a été stratégique et un gros développement, un gros investissement pour nous. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Qu'est-ce que vous avez fait comme outil, comme appli qui vous servent et que vous avez dit, bah voilà, ça n'existe pas, moi je l'ai fait? Alors on a créé notre propre CRM avec le langage WinDev, donc avec des développeurs informatiques, mais de A à Z en fait. On n'est pas parti sur une plateforme existante en adaptant. On a créé de toutes pièces notre CRM, notre GED ERP aussi, à suivre, et on continue dans cette démarche-là toujours de l'améliorer en version mobile notamment aussi, puisqu'on parle beaucoup de mobilité. Hein. Je pense que vous avez dû évoquer ces sujets-là tout à l'heure en mon absence. Absolument. Je suis désolé d'ailleurs au passage d'avoir été en retard. J'avais un rendez-vous, On je ne vous en pouvais pas déplacer. Je suis navré. Mais voilà, pour nous c'est très important. Et on ne trouvait pas d'outils vraiment adaptés, en mobilité notamment. Donc ce qui fonctionne sur iPad, sur Android, les smartphones, etc. Donc ça permet d'utiliser nos outils partout. Et ça, c'est un élément important pour nos concessionnaires qu'on accompagne vers la perf, parce qu'on sait très bien qu'un réseau de franchisés ou de concessions, en général, il duplique 80% de ce qu'on fait. Donc il faut vraiment qu'on essaie de les amener vers 90%, et grâce à ces outils, on y arrive. Alors donnez-nous un exemple. Par exemple, je crois que vous faites de la réalité augmentée chez les clients. On est chez le client, Ah oui, aussi. réalité augmentée, et après vous en tirez pas mal de choses en data? Alors la réalité augmentée, c'est un outil qui nous permet, en fait aux clients surtout, de se rendre compte du produit qu'il va choisir et d'être sûr de choisir la bonne couleur, la bonne forme, le bon produit, la bonne porte d'entrée, la bonne pergola.
et il va la voir en temps réel en fait chez lui à travers une tablette. Il peut ouvrir, fermer, enfin je peux pas, c'est compliqué de vous l'exprimer comme ça, mais On je pense comprend, que vous on comprend. imaginez un peu le truc. Et ça permet en fait d'être sûr que le client fasse le bon choix et qu'on ait la satisfaction client au bout. Alors évidemment, on récupère des infos intéressantes grâce à cet outil, notamment le parcours d'achat et puis surtout l'analyse de ce qu'aiment le plus souvent nos clients. Ça nous permet de faire un peu de paneling aussi. Mais c'est pas là-dessus où on a le plus de data. Là où on a le plus de data, c'est plutôt notre CRM et puis nos outils de pilotage de l'exploitation. Vous restez avec nous. Une question, Erika Girard, vous aussi sur tout ce qu'on vient de dire sur le renseignement, sur l'intelligence, sur la data. Quel est votre point de vue? Bon, nous, on est une filiale commerciale, hein, donc la data trouve son sens surtout sur un CRM qu'on a énormément développé, surtout pour la partie B2B. Je vous parlais de 2500 clients dans le monde et qui nous permet aussi de tracer, de suivre les contrats et de gérer au mieux la ressource, puisque c'est une ressource qui n'est pas inépuisable et qu'on doit arbitrer entre de l'alcool, du B2B, du B2C, etc. Donc oui, je pense que la business intelligence est aussi un élément complémentaire qui vient renforcer nos métiers. On doit garder par contre l'intelligence tout simplement des commerciaux, si on parle de commerciaux, et ne pas les recroqueviller devant leur écran avec un outil en plus. Donc il faut que ça soit vraiment une valeur ajoutée, ce qui je crois est le cas, mais il faut trouver la juste dose entre trop de data. Finalement, l'initiative aussi doit être au centre, surtout quand on parle de commerce. Oui, j'aime bien cette expression, Jean-Noël. Il faut garder l'intelligence. Ouais. Il n'y a pas que la business intelligence, il faut garder l'intelligence. Ouais, bien sûr. Non, mais souvent, c'est la même chose quand on parle d'intelligence collective d'ailleurs, au passage, parce qu'en management, on parle beaucoup d'intelligence collective. Ouais. Il y a beaucoup de collectifs. Créer de l'intelligence c'est un sujet. Quoi. Et donc c'est vrai en data aussi. Il y a beaucoup de data, il y a beaucoup d'analyses. Des fois, l'intelligence qu'il y a derrière. Enfin, honnêtement, moi, sur ces sujets-là, je vois beaucoup de choses, parce en étant observateur et consultant à travers mes clients. Et je trouve qu'il y a beaucoup de promesses, notamment avec toute une série d'outils. Et dans la réalité, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des promesses. Alors, on est dans de l'innovation, c'est logique, etc. Mais moi, ça m'interpelle quand même. Je me dis, tiens, là-dessus, le paramètre humain, quand même, reste encore important, notamment au niveau des décideurs dans la prise de décision. Alors, je sais bien qu'il y en a certains qui ont même inventé le CEO numérique avec la capacité de décision selon juste des algorithmes. Oula. Et que peut-être ça fonctionnerait. Mais pourquoi pas? Il faut voir. C'est intéressant. Paramètres humains et paramètres gestion du temps. Ouais. Il ne faut pas que Ouais. cette business intelligence vienne tout bouffer. Nicolas Seferiadis, on vous retrouve en direct. Tout à l'heure, on parlait du digital, de l'hybridation. J'aurais voulu connaître votre expérience là-dessus. Vous qui êtes aussi, encore une fois, dans le concret, dans la vente et l'installation de portails, de volets, etc. Vous avez divisé par 4, je crois, vos déplacements, collaborateurs, réseaux. Ça n'a pas été un manque vis-à-vis de vos clients? Alors en fait, ça a été une expérience qu'on a menée pendant la période Covid. Et finalement, on est resté dessus. Donc auparavant, on se déplaçait au moins une fois par trimestre chez tous nos concessionnaires, minimum, voire des fois une fois par mois, surtout quand on est en période de setup, de lancement d'activité ou d'une nouvelle concession, d'un nouveau point de vente. Là, on va directement utiliser la visio depuis le Covid et on est resté là-dessus et on fait énormément de réunions, de commissions et autres dans le réseau à distance. Ça permet à tout le monde de gagner du temps et c'est rentré dans nos mœurs et nos animateurs. Alors c'est aussi une volonté, j'ai envie de dire écologique. Le déplacement ça coûte cher aussi, ça coûte cher aux entreprises, mais il faut penser aussi à la planète. Finalement, tout ce qu'on peut faire à distance, maintenant on le fait à distance. Tout ce qui est nécessaire, dès que c'est nécessaire d'avoir un contact physique et d'aller sur le terrain pour voir un chantier ou autre, là on se déplace, mais dès que c'est pas utile, on le fait pas par complaisance. En tout cas, vos méthodes de travail changent radicalement depuis quelques années? Ah oui, elles ont changé là-dessus.
dans nos domaines d'activité, souvent, un concessionnaire ou un franchisé aime voir le consultant animateur de réseau Ouais. passer, le voir, lui donner des conseils concrets et autres. Donc ça, on continue à le faire, mais avec un rythme beaucoup moins soutenu en déplacement qu'avant. Et ça se passe très très bien, hein. Tout le monde l'accepte très bien et on est peut-être même plus efficace parce qu'on traite d'informations et en productivité. Finalement, on est moins sur la route ou dans les avions et je pense que c'est pas un mauvais calcul. Bon, meilleure efficacité grâce au digital, à l'hybridation et aussi au renseignement. Nicolas Godard, une réaction sur ce qu'on vient d'entendre? C'est vrai que vous aussi, vous avez un métier très concret. Oui. Et si on veut conclure un petit peu cette table ronde entre hybridation, sobriété et business intelligence, tout se réunit finalement. Vous nous disiez qu'on n'a pas réinventé absolument tout depuis 2 ans parce qu'il y a beaucoup de choses qui existaient déjà. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? L'idée, pour nous tous, c'est de garder la main, surtout. C'est de ne pas se faire déborder, que ce soit par des outils ou par un certain nombre de normes, de savoir se servir de tout ça pour que ce soit au bénéfice de tous et surtout au bénéfice de l'humain, au bénéfice de nous tous, de la rencontre, que l'hybridation serve pour moi évidemment les événements servent le présentiel et soient complémentaires et non pas qu'il y ait un effet de substitution. Voilà. C'est un petit peu notre logique, bien entendu. Mais il y a eu quand même un gros coup de booster hein, récemment. C'est clair. Jean-Noël. Oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est sûr que là-dessus, on voit que ça a complètement. C'est aussi l'intérêt des crises. Hein. Comme disait Obama, il ne faut pas faire l'économie d'une bonne crise. Hein. C'est très utile dans la transformation. Donc là, on est en plein dedans. Et peut-être que du coup, tout ce qui est en train d'arriver sur la question énergétique, on en parlait au début, tout ça, ça accélère les transformations. Et vu les enjeux qu'on a devant nous, on a commencé avec l'idée de qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants, mais voilà, on sait qu'on a des enjeux colossaux auxquels on est confronté. Moi, j'avoue que ça me travaille personnellement. On voit ça, hein, avec vos enfants. Oui. Et puis honnêtement, quand vous regardez, vous voyez, vous écoutez. Moi, j'adore Jean Covici, vous connaissez certainement, Shift Project, tout ce qu'il dit sur le sujet, le constat qu'on fait. Voilà. Et puis aussi la façon dont les politiques s'emparent du sujet. Des fois, moi, je suis un peu critique par un certain nombre de choses. On n'est pas là pour débattre sur ces sujets-là, mais en tout cas, aujourd'hui, oui, je trouve que c'est. Moi, je pense que les entreprises, si on peut aider les entreprises à accélérer ces transformations et à les accompagner vers des transformations plus responsables pour le bien, on va dire, du commun, la collectivité et la planète, je pense qu'on se rend un grand service à nous et aux générations suivantes et à nos enfants, quoi. Donc, je pense que là, on est sur des sujets qui sont importants. Moi, j'ai envie d'être fier de ça, quoi. Vous savez, je sais plus si il y avait un article qui s'appelait Joseph Elie qui avait fait un truc super. Il avait pris des dirigeants, il avait donné une pancarte et il avait dit la pire excuse que tu diras à tes enfants dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais plus si c'est dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce que tu diras parce que tu avais la possibilité d'agir en tant que responsable et la pire excuse, tu peux te dire que voilà. C'est intéressant parce que c'est une manière de se projeter, de se dire ouais, c'est vrai, dans 10 ans, on sera interpellé, dans 20 ans, on sera interpellé, qu'est-ce qu'on dira? On avait la possibilité d'agir ou de faire des choses et j'aime bien ce que tu disais sur le mythe fort. Parce que dans le fort, il y a c'est le passage à l'acte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Et en tant que responsable d'entreprise, en tant que consultant, on a un pouvoir d'influence ou un pouvoir d'agir. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de l'utiliser, ce pouvoir. Avant de prendre des pas questions. seulement à titre individuel, quoi, dans nos entreprises, quoi. Avant de prendre des questions, on va retrouver Nicolas Seferiadis. On a intitulé cette émission « Métamorphose ». Pour vous, finalement, c'est quoi la plus grosse métamorphose qu'on est en train de vivre en ce moment? Là, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. C'est en période de crise qu'on se gratte la tête et qu'on trouve des solutions. L'être humain a la capacité à s'adapter et à se métamorphoser dans ces périodes particulières, on va dire, et inhabituelles. Donc, oui, je suis assez d'accord avec ça. Et la métamorphose, elle est plus visible dans ces moments-là. Mais je pense qu'en permanence, on évolue en réalité. Mais c'est vrai que ça a beaucoup aidé. Les problématiques qu'on a dû rencontrer en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, c'était assez inédit. Et comme quoi, on se rend compte que l'être humain a une capacité à trouver des solutions et ce dos au mur qu'on se révèle aussi. C'est quand on est en difficulté qu'on arrive à se révéler. Quand tout roule, on ne se gratte pas la tête. Donc là, je pense qu'on s'est tous gratté la tête et on essaie de trouver des solutions et avancer. Et on est un peu plus conscients aussi, j'ai l'impression tous,
l'importance de protéger notre planète, donc de prendre des décisions aussi en fonction de ça et pas qu'en fonction de la rentabilité nette de l'entreprise, mais aussi faire quelque chose pour nos enfants, nos petits-enfants, quoi. Éric Girard, un mot de conclusion sur ce mot métamorphose qu'on vit en ce moment tous? Je crois que le débat, c'est pas d'être pour ou contre présentiel, distanciel. Ouais. On l'a dit, c'est irréversible, c'est sociétal, c'est maintenant dans les mœurs, si j'ose dire. C'est un peu comme si on comparait ceux qui ont connu la période d'Internet, les révolutions Internet des années 2000. Est-ce que c'est bon, il faut trouver un juste compromis entre la productivité et l'engagement, garder de la flexibilité, garder de la simplicité aussi dans les organisations, de l'agilité, et nécessairement on doit s'adapter tous les jours. Donc ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on fera demain, c'est vrai que c'est des questions qui sont assez passionnantes en termes d'organisation, mais aussi de communication. Je pense qu'il faut communiquer différemment en tant que manager et trouver aussi les bons outils. En fonction de l'année, en fonction des objectifs, en fonction des profils, c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est pas lisse, quoi. Et on est là pour vous aider à communiquer, c'est ça, avec Remote Meeting et la Coaching Agency. On va prendre des questions des internautes qui nous regardent en ce moment pendant ce live. Une question pour Nicolas Godard, je crois. Vous qui avez organisé des salons sur plusieurs modèles présents, distants ou hybrides, mesurez-vous les formes les plus efficaces commercialement pour les exposants? Alors évidemment, étant organisateur de salons meetings, je dirais que ce sont les salons meetings. qui sont bien entendu les plus efficaces. Pourquoi? Parce que par ce phénomène de qualification et d'identification. Mais avec ce format d'événement, on essaie de répondre aussi à évidemment une logique de ROI, évidemment de retour sur investissement, mais aussi une logique de ROT. C'est-à-dire de retour aussi sur le temps, c'est-à-dire de corréler la logique, bien entendu, de l'investissement avec la logique de temps. Le tout, comment? Parce qu'on travaille sur des populations qui sont dédiées, à avoir un impact en prescription, en décision sur un tel ou tel marché. Et c'est le fait d'avoir des populations qui soient dédiées, alors non pas encore une fois par leur fonction, mais par leur action, qu'on puisse avoir évidemment le meilleur retour sur investissement et le meilleur retour sur le temps pour l'ensemble de nos partenaires et de nos exposants. La difficulté qu'on peut rencontrer, c'est l'inadéquation entre la fonction et l'action. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'il faut aller chercher. Je vais vous redonner un exemple, on va être très concret. On a organisé un événement à Lyon, il y a une dame qui vient me voir, qui vient sur l'événement. J'ai organisé Mice Place, l'événement Mice Place sur le marché du maïs. Et elle arrive, cette dame, elle me dit, je viens, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas pourquoi je suis là. Bon, super, je suis l'événement Mice Place, bon, ça commence bien. Et puis finalement, on va se balader, je prends un café avec elle, et puis elle dit bonjour à tous les exposants, à tout le monde. Elle connaissait tout le monde. Je dis, mais c'est quand même incroyable. Vous connaissez tout le monde, mais vous n'avez pas compris que cet événement-là était fait pour vous. Pourquoi? Ben non, parce que cette dame-là travaillait dans un laboratoire pharmaceutique, organisait tous les événements pour tout le codir des laboratoires pharmaceutiques, mais elle n'avait pas dans son imaginaire vu ou pensé qu'il y avait toute cette pan d'économie, toute cette créativité, toute cette mobilisation qui se faisait pour répondre à ses attentes. Et donc, ce n'était pas marqué sur la carte de visite. Quand je faisais l'événement Top DRH, j'invitais des DRH, c'était simple. Ils me tendaient un petit piège, ils mettaient RH, mais je m'y retrouvais. Mais quand vous organisez un événement sur le marché d'événementiel, entre le fondateur d'un grand groupe qui veut s'occuper de ça, ou l'assistant de direction, ou le responsable marketing, responsable communication, responsable formation, responsable commercial, c'est pas marqué dessus. Ouais. Et donc l'intérêt des salons meetings, donc évidemment je vais les défendre, c'est justement, ça c'est notre job, c'est d'aller chercher, encore une fois, au-delà de la fonction, les actions que chacun peut mener. Eh bien, on va remercier aussi Nicolas Sefer-Yaldis qui est dans sa voiture. Merci en tout cas d'avoir réagi et répondu à nos questions. Pour Omkia, on vous laisse aller faire d'autres rendez-vous business, j'imagine. Vous êtes sur la route. Merci beaucoup, merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, et on va appeler aussi Erwan de la Porte du Tech qui va nous rejoindre de Remote Meeting pour faire une conclusion. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur ce live avec de vraies remontées de vécu, de terrain avec ces managers qui sont ici représentés. Erwan, je t'en prie, viens t'asseoir ici. Tu as suivi tout ça en régie.
Quel est ton œil et ton regard sur ce qu'on vient de dire? Eh ben, écoute, déjà, merci à vous quatre et à vous cinq avec Nicolas qui nous a rejoints en duplex. Déjà, première chose, je pense qu'on peut tous se dire, mais je crois que Jean-Noël, tu le disais tout à l'heure, l'expérimentation, je pense que c'est le mot d'ordre dans ce qui est en train de se dérouler, que ce soit en termes de management, de désorganisation et tout ce qui se présente à nous. Je pense que c'est un peu le sujet, en tout cas c'est ce qui a l'air d'en ressortir. On a eu quelques petites réactions qu'on n'a pas partagées parce qu'on a préféré passer plus de temps à vous laisser parler. Mais globalement, oui, c'est toutes les inquiétudes, en tout cas c'est tous les sujets qui semblent être aujourd'hui être d'actualité. Et donc pour ça, déjà, grand merci à vous quatre pour avoir partagé vos informations, parce que je pense que c'est des moments précieux. J'espère que toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui ont pu en profiter. Et c'était en tout cas un vrai partage. Merci à toi aussi, Gilles, de peut-être prêter au jeu. Et écoutez, en tout cas, cette première édition, on la voulait vraiment interactive. Je pense qu'elle l'a été. J'espère que vous avez pris plaisir à le faire. Exactement. Un grand plaisir. Merci à toi. C'est ton invitation. C'était vraiment, vous étiez chez vous ici pour partager ça. Je pense que c'est un format qui est intéressant, qu'on pourra peut-être renouveler, peut-être pas en faire un baromètre, parce que ce serait très prétentieux de notre part, mais on pourrait peut-être imaginer, voir comment ça évolue, puisqu'on parle d'expérimentation. Donc c'est en plus quelqu'un qui sévit dans l'environnement de l'éducation. Je pense que d'avoir des marqueurs et un balisage peut être intéressant dans le temps. Donc on verra si on peut renouveler cette opération sur des thématiques qui sont large et d'actualité. En tout cas, merci à vous cinq avec Gilles. Et puis, écoute, je te laisse le mot de la fin pour terminer cette édition. Bonne métamorphose. C'est passionnant ce qu'on vit en ce moment en tout cas. Il y a une accélération depuis 2 ans. Et bonne métamorphose dans votre management et dans votre travail tous les jours. Merci et à bientôt.